Voilà. Donc je vais vous entretenir surtout des résultats d'une enquête que nous venons de terminer sur les jeunes de deux grandes cités périurbaines de Tunis, qui sont Ouariche et Talan. Je crois que beaucoup de choses ont été dites autour de cette enquête depuis hier. Je mettrai l'accent sur le rapport des jeunes de ces quartiers religieux, en essayant de dégager quelques grandes tendances. Alors, très rapidement, un descriptif pour donner une fiche technique de cette enquête. De cette manière, c'est une enquête qui a deux volets, un volet quantitatif et un volet qualitatif. Un volet quantitatif par questionnaire qui a touché 700 jeunes, ce qui n'est pas peu pour la population du quartier. Et c'est Mohamed Ali Bazine qui était là hier, qui a commandé, qui a piloté l'enquête quantitative, parce que ce n'est pas évident d'avoir quand même des données qui soient représentatives, et je crois qu'il est un vrai professionnel en la matière, nous avons des données très fiables à ce point de vue, et puis surtout une enquête de type qualitatif, faite avec des entretiens individuels, 39 entretiens individuels auprès des jeunes de ces quartiers, et puis quelques chiffres plus forts. Et cela nous donne des matériaux à la fois qui donneraient, je dirais, des ordres de grandeur, qui pourraient nous permettre d'établir des corrélations statistiques, des choses comme ça, de cet ordre. On est un peu dans une sociologie de type explicatif, et en même temps, on est dans la finesse, je dirais, des discours des acteurs, de leur argumentation, de leur justification, de leur... on est dans les mots des acteurs, pour qu'on dit comment ils désignent les choses, etc. Et ça, je pense que c'est une chance assez rare de pouvoir manier ces deux types de matériaux au même temps. Alors, avant de donner, ou plutôt, je commencerai mon exposé par quelques préalables, mais avant, je voudrais faire un petit clin d'œil à Abdelkader Zal. Je pense qu'il était l'un des premiers à saisir des choses très intéressantes dans ce qui se passait dans la Tunisie du début des années 80. De retour des États-Unis en 1980, il avait repéré un phénomène nouveau, qui était l'islam politique, naissant à l'époque. Et il a relevé une chose très intéressante, que ce sont les jeunes des pays les plus urbanisés et les plus occidentalisés, comme il disait, qui mobilisaient au nom, je dirais, d'un retour à l'islam, quelque chose qui serait de l'ordre du politique aussi. Et il était étonné de voir aussi que ces jeunes-là étaient essentiellement une majorité des étudiants, et des étudiants dans les filières scientifiques. Je vous cite une petite phrase d'un texte qu'il a écrit en 1984, qui me semble un texte lumineux, réellement. Il dit la chose suivante: pour la première fois dans l'histoire contemporaine du monde arabe, les adeptes d'une idéologie qui proclame le retour au passé ne sont pas des notables menacés dans leur statut par la rapidité des changements sociopolitiques, mais des jeunes généralement formés dans des disciplines scientifiques. Et on voit que là, en vérité, Abdelkader Zal met le doigt, je dirais, sur une pléthore de processus qui sont là, hein, et que je voudrais rappeler dans mon préalable avant d'exposer les données d'enquête. La première chose que Abdelkader relève, mais de manière un peu comme ça furtive dans son texte, c'est la chose suivante. C'est qu'on est de plus en plus, aujourd'hui, face, je dirais, à des jeunes scolarisés, et que cette massification scolaire produit un accès direct à la parole sacrée. L'accès à la tradition scripturale, au texte écrit, aux commentaires, aux hadiths, etc., au Coran bien sûr d'abord, devient quelque chose qui n'a pas besoin d'intermédiaire. La première donnée qui est importante, et je vous demanderai de retenir tous ces éléments un peu en tête pour pouvoir, je dirais, apporter des éléments d'intelligibilité à ce que je vais dire après à partir de mon terrain. Deuxième chose qui est importante et qui a été relevée par Charles plus tôt, c'est ce qu'on pourrait appeler une sécularisation de fait. Il y a eu une sécularisation de la société tunisienne, et cette sécularisation existe bel et bien. Même si on est parfois un peu, je dirais, même si on parle parfois par exemple du retour du religieux. Si on parle de retour du religieux ou de islamisation, c'est parce qu'exactement, il y a eu sécularisation. Pourquoi on parle de retour? Parce qu'il y a eu quelque chose qui est là, et que des pans entiers de la vie quotidienne des Tunisiens échappent aujourd'hui à l'emprise du religieux. Le temps sacré n'est plus, le temps des prières ne commande plus, je dirais, le temps de vie des Tunisiens, l'espace sacré n'est plus au centre de la cité. Un tas de choses font que, de manière générale, on est dans un espace, je dirais, très sécularisé, et si on ne le voit plus, c'est parce que c'est tellement devenu évident, et parce que cette sécularisation est très avancée, très consommée en quelque sorte. Troisième élément qui est important, que je voudrais rappeler, c'est le déclin de l'islam institutionnel, des institutions traditionnelles. Et on a bien vu que, je dirais, les réalités de ressusciter, je dirais, ces institutions, par exemple la Zitouna, a débouché sur aller droit dans le partenariat de
Et on sait tous que ce déclin de l'islam institutionnel a eu des retombées considérables, surtout en termes de discréditation, de discrédit des ulama officiels, je dirais, des interprètes accrédités de la parole religieuse. On sait tous que la politique de l'État postcolonial a complètement, je dirais, cassé en quelque sorte l'image de ces ulama, qui ne sont plus des interprètes crédibles de la parole sacrée. Et je pense que l'autoritarisme n'a pas arrangé les choses par rapport à ça. Aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, on voit très bien à quoi ça ressemble la figure du Mufti, par exemple, de la République. C'est clair. Je sais, ça. Quatrième élément, c'est ce qui a été pointé par beaucoup d'observateurs à partir des années 80, on sait pas le fameux Bulga, sur la crise des cadres d'identification. Et cette idée a été reprise ensuite par Tosi, par exemple. D'accord ? C'est quoi ? C'est de dire que, par exemple, que l'échec du panarabisme a donné lieu lui-même à en quelque sorte engendrer, je dirais, l'islam politique. C'est de dire que face à des États qui sont outrancièrement sécularisants, en quelque sorte laïcisants, on a un retour du refoulé, forme d'islam politique, etc. Moi, je pense que cette thèse est à retenir, elle n'est pas jetée comme ça, je dirais, il ne faut pas jeter le gâteau du bas, mais je pense qu'il y a des travaux qui sont beaucoup plus lancés là concernant. Et paradoxalement, pas paradoxalement, ça se comprend, les travaux, je dirais, des Maghrébins sont plus intéressants à la matière. Par exemple, les travaux d'un certain sociologue algérien qui n'est pas très connu, qui s'appelle Mohamed Mazouk, qui a travaillé sur l'université oranaise, qui a travaillé sur les jeunes d'Oran à l'époque, dans les années 80, fin 80, etc., et qui montre en vérité que le problème n'est pas réellement le problème de ces cadres, je dirais, ces méga-cadres en quelque sorte, mais c'est un problème, par exemple, qui se pose au niveau de la famille, dans ces quartiers, nouveaux quartiers périurbains, etc. Et il dit que ce qui est intéressant à retenir, c'est que dans ces quartiers-là, on a des jeunes qui vont vers la toxicomanie et d'autres qui vont vers l'islam religieux, ou plutôt vers l'islam politique. Et le fait que ces jeunes-là se sentent en désarroi et qui cherchent des réponses montre que la famille ne joue plus son rôle intégrateur de manière très efficace. Cinquième élément, très rapidement comme ça pour pointer des choses, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inversion de l'ordre biographique par rapport ou dans le rapport religieux. On était tous élevés, socialisés dans l'idée qu'on ne devient que religieux avec l'âge. Aujourd'hui, il faut se remettre à l'idée que cela ne fonctionne plus et que de plus en plus des jeunes, d'accord, de 20, 25 ans, décident de s'engager religieusement, décident exactement de franchir le pas et à la limite, c'est chez ces jeunes-là, d'ailleurs, le fait d'attendre la vieillesse et la mort, de la proximité de la mort pour devenir religieux, relève exactement de la fausse religiosité des parents, d'un rapport pervers, je dirais, aux religieux qui dénoncent de manière... Dernier élément, comme ça, pour planter le décor général, c'est le rôle que joue aujourd'hui la religion comme moyen de différenciation intergénérationnelle. Cette idée, cette rupture par rapport à la religiosité des parents, quelque chose d'important, il faut je dirais, en tenir compte. Et je crois que nous sommes aujourd'hui un peu dans ce que Hervé Léger dit par rapport à la société française, face à des figures de conversion et de convertis de plus en plus. Le salafisme, passer au salafisme, c'est une forme de conversion. C'est-à-dire, c'est une manière de changer de régime religieux, de passer d'un régime soft, entre guillemets, à un régime beaucoup plus dur. Et je pense qu'il faut tenir compte de tous ces processus qui font qu'on n'est plus dans des formes de religiosité héritées, mais dans des choses beaucoup plus, dans lesquelles l'individu, ses choix, s'impose de manière beaucoup plus claire. Voilà. Alors j'en viens à l'enquête maintenant. L'enquête, très rapidement, d'abord montre la place du religieux, la centralité de la religion dans la vie de ces jeunes. Les jeunes disent que la religion est importante. 88% des jeunes disent que la religion est importante dans leur vie. C'est énorme. Autant pratiquement que le travail et beaucoup plus que la famille, qui est accréditée de 60 points uniquement, beaucoup plus que l'amour, 48 pour des jeunes, c'est quand même un peu intéressant, et beaucoup plus que la politique, qui n'est importante que pour 10% des jeunes de ces quartiers. L'écart entre politique et religion, quand même, est très, je dirais, parlant en même. Alors, en présentant les données de cette enquête, je vais focaliser l'attention sur 3 choses importantes. Il me semble que ce sont très rapidement. La première chose, c'est que l'enquête nous fournit une radiographie des pratiques religieuses des jeunes, ce qui est une première utilisée.
fois, je ne dois l'oublier, peut-être j'exagère un peu l'intérêt de cette enquête, mais réellement, parce qu'on a toujours dit que les jeunes pratiquent plus ou moins, etc., mais on n'a jamais eu vraiment de données chiffrées et fiables pour le dire. Deuxième chose, elle nous donne une idée sur la définition de la norme religieuse. Et on verra que cette définition de la norme religieuse pose beaucoup de problèmes pour les jeunes, parce qu'ils doivent également, je dirais, s'accommoder ensuite avec les péripéties de la vie, les contraintes de la vie quotidienne, beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement, je dirais, conformes à cette norme. Et troisième chose qui ressort très clairement de l'enquête, puisque nous avons fait l'enquête à Doualish, qui se considère comme l'un des fiefs des djihadistes, c'est le positionnement par rapport aux salafistes dans ces quartiers. Donc je commence par le premier point, qui est la pratique. La pratique, c'est intéressant, l'enquête nous donne vraiment une idée très intéressante, surtout quand on prend des variables, c'est-à-dire quand on tient compte d'autres variables discriminantes et leur poids. Alors, la première donnée la plus importante, c'est que 53% des jeunes disent qu'ils prient. Et 50% de ces 50% disent qu'ils prient dans les heures canoniques. D'accord. Et comme on peut s'attendre, la majorité écrasante des jeunes prend le ramadan, 92%, ce qui est un peu, je dirais, quelque sorte prévisible pour la Tunisie. Mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'on trouve que presque 40% font ce qu'on appelle le jeûne surérogatoire, c'est-à-dire un OF. Ils jeûnent les jeudis, le lundi, etc. C'est énorme, 40%. Des gens qui ne se contentent pas de faire le ramadan, de faire le superflu en quelque sorte. D'accord. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est de constater que, ou de voir l'impact et l'effet d'un certain nombre de variables par rapport à ça. Les données d'enquête montrent que les filles sont le double des garçons à prier, presque. Je vous donne les chiffres exactement. Les filles sont à 60%, pratiquent à 60% la prière, alors que les garçons sont à 38% seulement. C'est quand même l'écart filles-garçons est quelque chose de très intéressant. Aussi, une autre variable qui est très discriminante d'un point de vue statistique, et qui laisse voir des choses quand même en termes d'interprétation, c'est le rôle que joue le niveau d'instruction. On pratique de plus en plus en avançant, je dirais, dans le niveau d'instruction. C'est-à-dire que si on a par exemple, si on prend le cadre du jeûne, ceux qui ne jeûnent pas, parmi les gens qui ont ou les jeunes qui ont un niveau d'instruction supérieur, c'est 3% seulement. Alors que ce taux-là est beaucoup plus, je ne trouve pas, voilà. Il est de 23% pour les analphabètes. Vous voyez, l'écart de 20 points, c'est immense. Dernier point peut-être par rapport à ça, qui est la chose suivante, qui est ce que j'appellerais le profil des non-conformistes. Parce que c'est important de savoir qui fait, qui pratique, mais aussi c'est beaucoup plus important peut-être d'un point de vue solide de savoir qui ne fait pas là, qui ne pratique pas, et pour quelle raison. Alors le profil des non-conformistes est assez intéressant. On a d'abord, encore une fois, une confirmation de ce que j'ai dit, c'est-à-dire les filles sont beaucoup plus dans la conformité de la norme religieuse. Pour le ramadan, le taux des filles est de 2% seulement. Les filles qui ne font pas ramadan est de 2%, alors qu'il est de 11% pour les garçons. C'est-à-dire, peut-être, là on est dans des proportions très faibles, mais vous imaginez l'écart 5 fois. Entre 11% et 2%, quand même, on est dans des effectifs multipliés fois 5. D'accord ? La première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, la variable, je dirais, le niveau d'instruction joue à plein, d'accord ? Et on a des analphabètes, d'accord, qui se payent plus le luxe, je dirais, d'être hors norme, d'une certaine manière. Beaucoup plus que les gens qui ont été instruits. Alors, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'expliquer, bien sûr. Et quelles sont les explications données pour comprendre tout cela? La première explication la plus évidente, la plus également banale, celle qui a été avancée par beaucoup de chercheurs marocains, par Bourti, Bachir, Ayed et surtout, etc., qui dit que cela prouve surtout, la question d'école surtout prouve que l'école est un lieu où on est socialisé à l'orthodoxie. C'est là où on apprend l'islam carré, d'une certaine manière. D'accord. Je trouve que cette hypothèse est valable, d'accord, mais je ne pense pas qu'elle soit suffisante. Moi, je pense que derrière cette hypothèse, parce que le niveau d'instruction cache également un niveau socio-économique, très souvent. On est dans ce qu'on appelle des variables écran.
lorsque les gens ont un niveau plus élevé, ça veut dire qu'ils ont une situation un peu meilleure. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des travaux, surtout sur l'Europe, qui montrent que les gens pratiquent beaucoup plus lorsqu'ils ont une situation sociale beaucoup plus confortable. Et que les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, les ouvriers par exemple, il y a en France bien sûr, derrière Saint-Gall, toute une tradition ouvrière en quelque sorte, les gens quand ils sont dans des positions précaires, ils ont moins tendance, je dirais, à être très stricts dans leur pratique religieuse. Pourquoi? L'explication est fournie par les maires, c'est que tout simplement, les gens qui sont assurés de leur salut dans les cimas pensent à leur salut dans l'au-delà, et les gens qui sont encore pris, je dirais, dans les difficultés de la vie, n'ont pas le loisir, le temps, d'accord, exactement d'être dans cette anticipation, d'accord, de l'au-delà, d'une certaine manière. Alors, voilà pour ce qui est des données sur la pratique religieuse. Je passe maintenant au second point, qui est la question de la norme. La première chose peut-être à retenir, parce que nous avons relevé beaucoup de données aussi, où nous avons pu produire des données qui concernent les sources de socialisation religieuse. À travers quel billet, à travers quelle institution, à travers quel canal, en quelque sorte, on apprend sa religion. La télé, l'Internet, les ulama, la mosquée, les prédicateurs un peu qui se baladent dans la nature, etc. Et on a eu des données assez intéressantes par rapport à ça. Mais moi, de toute façon, je ne vais pas mettre l'accent sur ça, je vais plutôt insister sur cette question de la définition de la norme religieuse. Alors, la première chose qui est très intéressante à retenir et qui ressort un peu de ce que j'ai dit au départ pour ces préalables, un peu ces postulations au départ, c'est que les jeunes les plus instruits sont bien sûr, ou optent bien sûr pour une forme, je dirais, d'exégèse autodidacte du texte. Ils disent qu'il y a un arbitre entre nous, c'est le Coran. Et le Coran est accessible, je peux le lire, et je peux lire tous les textes qui le commentent, etc. Et derrière ça, il y a cette idée qu'on n'a plus besoin pratiquement d'un corps intermédiaire qui interprète la parole, qui la rend accessible, etc. La deuxième chose qui est intéressante et qui ressort de l'enquête et qui peut être née de la révolution, c'est l'embarras des jeunes et leur malaise face à ce que je pourrais appeler une cacophonie religieuse. Ils s'appuient aux données de la tête, il y a tellement de discours antagoniques qui les entourent et ils le disent parfois. Je vous cite une toute petite phrase d'un jeune qui exprime comme ça son bal-bol, et qui lance un cri d'alarme par rapport à ça. Il dit: il faut aider les gens ici, donnez-leur la connaissance religieuse. C'est la confusion totale. J'écoute Félix Delbèche et je ne comprends rien, j'écoute les salafistes non plus. Et on voit très bien que, comme on est dans un champ religieux de plus en plus polarisé, dans lequel, je dirais, une parole circule de manière en roue libre, en quelque sorte, et les jeunes sont complètement perdus dans cette affaire. Alors, l'importance de l'écrit, du texte et du livre et des livres, le Coran et les livres, d'accord, est très importante et très soulignée par les interviewés. Une autre citation très rapide. Une jeune qui s'appelle Amal nous dit la chose suivante: quoi que vous me dites, j'ai mon propre jugement. Il y a des choses que je prendrai en considération et d'autres non. Je dois vérifier ailleurs. On achète des livres et on lit et voilà. On ne doit pas prendre ce que disent les autres pour argent comptant. Moi aussi, je suis capable de lire dans les livres comme vous. Et là, je crois que le comme vous ne s'adresse pas à moi, mais il s'adresse surtout aux ulama ou aux prédicateurs autoproclamés, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce monopole, je dirais, de l'exégèse du texte religieux, et c'est quelque chose de très très visible dans le texte. Bien sûr, l'enquête montre aussi toute cette disqualification du clergé entre guillemets officiel, c'est-à-dire les muftis, les imams, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, par rapport à cette norme religieuse, nous avons posé des questions assez pointues, sur, par exemple, le fait d'être ou non pour le rétablissement de la polygamie, sur le fait d'être pour ou non l'interdiction de la vente d'alcool, sur, bien sûr, le fait d'être pour ou non le port du voile. Et on a eu beaucoup de choses assez intéressantes, dans lesquelles, encore une fois, les variables de l'instruction et surtout la variable genre joue un rôle très important, mais je vais m'attarder là-dessus. Ce que je vais dire très rapidement, parce que je prends une mauvaise minute, c'est ça, j'ai bien compris mon temps, 12 précisément, c'est que, comment dire, c'est que il y a une grande tendance qui se dégage. C'est que la majorité des jeunes sont pour le port du voile, filles et garçons. Pour le niqab, c'est autre chose.
Le niqab, d'abord, pour eux, même ceux qui sont bien instruits religieusement, savent que le niqab, dans certains textes de ulama, est réservé à ce qu'ils appellent les fétinettes, c'est-à-dire les femmes dont la beauté pourrait exactement faire des ravages dans la société. Et par conséquent, ils savent que ce n'est pas quelque chose qui doit être généralisé. Mais pour le port du voile, ils sont quasi d'accord là-dessus. La chose qui est aussi importante, il me semble, c'est un peu toutes les choses qui relèvent de ce que j'appellerais la construction des compromis avec la réalité. Ce qui est étonnant, et c'est ça peut-être le cœur de mon propos par rapport à ça, c'est que les jeunes définissent des normes très strictes, très rigoristes. Ils sont dans l'idéal de la norme idéale, le fait d'appliquer le Coran dit ça. Mais pourquoi ils sont dans ce rigorisme? Parce qu'ils savent que dans la pratique, on peut faire exactement le contraire. C'est-à-dire le fait d'avoir cette liberté, à la limite, de pouvoir agir, de construire des compromis, d'être dans l'accommodement le plus total, c'est ça ce qui les autorise à opter pour des lectures très rigides. Et je pense que cela a été relevé pour le cas du Maroc, par exemple, par mais je crois que ça s'applique également énormément à la Tunisie. Alors, les entretiens sont très intéressants parce qu'ils montrent comment on construit ces compromis ou comment on est dans la difficulté de les construire aussi. Comment on bricole des choses un peu de cet ordre. Je vais vous citer peut-être une première, et vous allez voir que les positions peuvent être complètement antagonistes. Alors, la première d'un jeune qui s'appelle Ahmed. Ce jeune, il tient un café qui nous a servi un peu de repère pendant l'enquête. C'est un type très intéressant et qui se reconnaît lui-même comme islamiste sur les bords. Islami Chouaïa, comme il disait, d'accord. Et voilà comment il dit. Il a le projet de hammam, il a le café, dans le café il y a les jeux de cartes, il tenait à une salle de jeu à un moment donné, son rapport surtout à la question de l'intérêt est très problématique et à la banque, etc. Alors comment il s'exprime? Je vais vous lire un extrait de son témoignage. Alors, il dit la chose suivante. Quand j'ai lu ce chapitre sur l'usure, il parlait d'un livre, j'étais dégoûté de moi-même. Je pourrais dès demain déposer un dossier pour avoir un crédit afin de finir la construction du hammam. Je crois qu'il faut appliquer la loi de Dieu. Même si cela ne m'arrange pas dans mon travail, car je ne devrais plus avoir des jeux de cartes, la salle de jeu, croyez-moi, la charia. Ça va être dur, mais je le ferai. Lui, il est dans il va jusqu'au bout, etc. D'autres mettent un peu plus d'eau dans leur vin, pour dire des choses comme ça, et ils sont dans des interprétations plus libres du religieux, et je pense que leur précarité les pousse à avoir ces interprétations. Ça, c'est la donnée, je crois, la pression économique est une donnée importante à garder en tête. Il ne faut pas être dans des choses qui sont de l'ordre de l'éthéré uniquement. Les esprits ont besoin de se nourrir aussi. Et que dit ce jeune-là, qui s'appelle lui aussi Ahmed, et qui a un vécu très difficile, il a été arrêté plusieurs fois, emprisonné, etc. Alors, lui, il défend plutôt, je dirais, certaines pratiques haram, on va dire ça comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous disait au départ qu'il avait des copains qui vendaient de l'alcool clandestinement, mais en réalité, on s'est rendu compte que c'est lui qui fait du deal, qui vend de l'alcool, etc., au fil de l'entretien. Alors, il parlait de ses copains, il disait, c'est-à-dire, ils vendent de l'alcool. C'est mieux que le vol. Les deux sont haram, mais c'est mieux que le vol. Car si je vole une pièce qui appartient à quelqu'un, je l'aurais privé d'une chose qui pourrait lui être utile, ou à ses enfants. Donc, le vol, c'est non, mais vendre de la zatla ou de l'alcool, ce sont mes affaires à moi pour manger. Je n'agresse personne pour nourrir ma fille. Dieu m'est témoin. Lui seul sait ce qui m'oblige à le faire. J'ai la vue qui baisse parce qu'il avait un problème de vue en plus de ça. Je ne peux pas travailler dans un chantier ni apprendre un métier. Là, on voit très bien, on est vraiment dans l'accommodement le plus total par rapport à cette norme. Alors, dernier élément par rapport à ça, et je passerai juste très rapidement sur la question des salafistes, c'est ce que j'appellerais moi la parade pour sortir de cette difficulté, entre cette norme très abstraite et très rigoriste et des contraintes, des difficultés dans la vie. Moi, je pense que les jeunes s'en sortent surtout par un biais très intéressant à analyser d'un point de vue sociologique, qui est la moralisation de la religion. Dire qu'après tout, la norme, c'est vrai, c'est bon, mais après tout, le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, dans le cœur. Et par rapport à cela, il y a énormément de choses qui ressortent sur le faux voile, sur le voile hypocrite, sur des choses comme ça, qu'il faut analyser. Je vais vous lire également peut-être une toute petite citation sur le voile, parce qu'elle est intéressante.
Alors, c'est une fille, je crois, non, c'est un garçon qui s'appelle Hazm. Il dit tout est question de respect. Il y a celles qui portent le voile, mais que Dieu nous en préserve. Et il y a celles qui portent les jupes courtes et que les autres voient comme étant, sans terminer sa phrase, mais elles sont respectables. Je connais une voisine, elle est sortie de la maison voilée, je suis allé à la faculté, là je suis allé boire un café et je l'ai vue dans un autre monde. Pour dire comment, enfin, c'est-à-dire, et il y a toute une rhétorique autour du faux voile, j'ai dit, mais surtout autour de cet islam de l'apparence, du paraître, et cela ressort surtout de manière très claire concernant les salafistes, comme je vais le dire très rapidement pour terminer. Alors, pour les salafistes, il y a trois choses qui méritent d'être relevées. C'est que d'abord, les gens sont dans une difficulté énorme de juger les salafistes. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ces salafistes sont des enfants du quartier, c'est leurs copains d'enfance, etc. Mais en même temps, ils dérangent, ils embêtent les autres autour d'eux, ils sont source de beaucoup de problèmes dans ces quartiers. Hein. Il ne faut pas imaginer que ça se passe bien, même en termes de voisinage. Il y a énormément de conflits autour de ça. Et cela donne les chiffres suivants, les chiffres parfois permettent toujours de cadrer les choses, donnent cette polarisation, ce tiraillement se traduit par les chiffres. On a 60% des jeunes, 62 exactement, qui qualifient les salafistes d'enfants du quartier qui ont trouvé leur voie dans la religion. Mais on a presque 59,8% qui pensent que exactement, les salafistes sont des groupes extrémistes, rigoristes, qui cherchent à imposer leur avis par la force. Et c'est intéressant de voir comment, en fin de compte, les choses se passent. Alors, je reviens sur ça. J'ai dit que ce qui est intéressant, c'est que c'est cette difficulté à juger les salafistes uniquement par référence à un seul registre, et qu'il y a à la fois ce registre, je dirais, qui est une vision invétérée qui se passe entre le public et le privé en Tunisie, hein, du temps de Bourguiba et après, mais aussi une forme de proximité géographique, identitaire, une proximité de conditions, hein, le fait d'être dans le même quartier, d'avoir les mêmes difficultés dans la vie, etc., fait qu'on est en compatie, je dirais, au sort des salafistes et on les regarde de manière un peu moins sévère. Mais de quel salafisme? Il faut essayer de déconstruire. Le salafisme de ces quartiers, c'est-à-dire on est à 2 pas de Jama' al-Nour, là. Hein. Mais ça c'est autre chose, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais on reviendra au départ sur ça. Alors, ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que la figure du salafisme condense, je dirais, toutes les représentations négatives, classiques que l'on connaît du religieux, ou de la religiosité. Hein. La bigoterie, l'intolérance, le dogmatisme et la tartufferie. Hein. Et l'image du tartuffe, hein, du paraître en une fois, apparaît d'une manière très intéressante. Une citation très rapide, un jeune qui dit, Basma plutôt, je les ai fréquentés de près au fond, les salafistes. C'est zéro. Ce n'est pas comme tu les vois de l'extérieur. Quand tu les connais de près, ce n'est pas comme tu les vois de l'extérieur, quand tu les connais de près. Au début, on ne dit que la yajouz, il les cite. Puis, tout ce qu'on interdit, on le fait. Et un autre, il dit que les salafistes interpellent lorsqu'ils rappellent, comme il dit, c'est-à-dire ils blasphèment. Et c'est très beau ce qu'il dit. Il fait ça pour montrer qu'il est pieux, et il le fait avec des corps. Ce qui est contraire à la religion, en quelque sorte. C'est-à-dire, voilà, il fait des bénéfices sur mon dos, en quelque sorte. Et c'est intéressant de voir comment, en fin de compte, son discours dénonce, cette religiosité, voilà, du pareil. Alors, dernier élément pour terminer, et je termine là-dessus, très rapidement, si on essaie de résumer les positions des jeunes vis-à-vis du salafisme, on peut dire qu'elle se décline en 3 attitudes différentes. Une attitude critique, que je viens d'indiquer, et qui porte surtout aussi sur la critique de cette logique de l'excommunication, d'accord, des salafistes, takfir, hein, les jeunes le disent très souvent, l'idée qu'ils pensent qu'ils monopolisent l'islam vrai, que tout ça est très sévèrement jugé par les jeunes. Mais la deuxième chose que je trouve plus intéressante à analyser, c'est ce que j'appellerais une sociologie spontanée du salafisme. Je pense que les jeunes de ces quartiers sont interpellés exactement par la proximité de ce fait. Ils ont besoin de mettre un peu de sens à tout ça. Et là, bien sûr, ils s'inspirent des médias, ils recyclent, je dirais, des choses, d'accord. Mais il y a énormément de choses qui tournent autour de ça et dans lesquelles les salafistes essaient, les jeunes essaient de mettre un peu de sens, de mettre un peu d'intelligibilité à ce fait-là.
Dernier élément qui est très intéressant, il me semble, c'est que cette proximité fait que ces jeunes ont une vision moins caricaturale des salafistes que nous l'avons. Pourquoi? Parce qu'ils les connaissent sous d'autres, je dirais, d'autres aspects. Hein, et il y a en particulier le cas d'une fille dont le frère est salafiste, d'accord, et qui dit, mon frère, le salafiste, il s'appelle Manoui, je crois, il est menuisier, c'est-à-dire, il embête un peu dans la vie quotidienne, parce qu'il la contrôle, etc., mais après tout, on vit avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre comment, quand on arrive à vivre avec, moyennant aussi, je dirais, l'humour, la dérision, qui permet de mettre à distance les choses, d'accord, de rendre ce qui est invivable, vivable. Et elle disait, pour terminer là-dessus, que son frère, à force de dire les Yajouz à tout le monde, il a été surnommé les Yajouz à la maison. Et on dit les Yajouz est allé, il est rentré, il est revenu, il est fait ça, etc. Voilà, merci. Merci.